Sociaux, le docteur Richard Massé. Alors, bonjour à vous trois. Madame la ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver. Heureuse de me retrouver à faire une annonce en tourisme. Situation qui a été très difficile pour les Québécois, on en convient, et que l'industrie touristique a vécu la crise de plein fouet. Depuis la mi-mars, je suis en lien avec les entreprises touristiques qui ont dû cesser de façon drastique du jour au lendemain leur activité. Et ça a été difficile, mais nous devions le faire pour ralentir la propagation du coronavirus. Je tiens d'abord à souligner leur collaboration, exemplaire collaboration depuis le début de la pandémie. Encore une fois, c'est une industrie qui a démontré, au-delà de sa valeur économique au Québec, son incomparable solidarité et sa présence partout sur le territoire québécois. Enfin, les Québécois ont hâte de pouvoir planifier, d'enfin pouvoir aller jouer dehors, planifier des vacances. Et c'est donc aujourd'hui que j'ai des bonnes nouvelles pour eux. C'est donc en primeur et en exclusivité que je vous annonce aujourd'hui qu'à compter du 1er juin, les Québécois pourront avoir accès aux marinas et à certains types d'hébergements touristiques. Le camping sera permis partout sur le territoire québécois à compter de cette date. Je sais qu'il y a beaucoup de campeurs saisonniers qui étaient très impatients de retrouver leur site. Je suis vraiment très heureuse que nous ayons eu aujourd'hui l'aval de la santé publique. C'est la même chose d'ailleurs pour les journaliers. La location de résidence de tourisme des établissements de résidence principale pourra aussi reprendre à l'extérieur de la CMM et de la municipalité régionale de comté qui est Joliette. Donc, ça veut dire que vous pourrez aller vous reposer dans un autre contexte et refaire le plein d'énergie. Les hôtels, d'ailleurs, seront très heureux de vous accueillir. À précision importante toutefois, le logement, le chalet ou la maison devra être loué en entier à une unité familiale à la fois, une seule unité familiale à la fois. Les pourvoiries territoires extraordinaires qu'on gagne à découvrir pourront aussi de nouveau offrir de l'hébergement. Merci à mon confrère Pierre Dufour qui apportera quelques précisions à cet égard. L'hébergement touristique dans les parcs de la CEPAC seront également ouverts à compter du 1er juin prochain. Grand pas vers l'été touristique qu'on fait aujourd'hui. C'est un pas qu'on fait grâce à vous, grâce au respect de l'engagement qu'on s'est donné tous collectivement de se protéger nous-mêmes et de protéger les autres pendant cette période. Chaque pas qu'on franchit nous rapproche de notre but, c'est-à-dire de revivre une certaine normalité qu'on souhaite dans tous les aspects de notre vie. Confiance que cette phase de réouverture du tourisme va se faire dans le plus grand respect des règles sanitaires qui sont établies parce que la santé et la sécurité des Québécois, c'est ce que nous avons fait notre affaire depuis le début de la pandémie. Maintenant, malgré cette reprise, pour le moment, il est encore recommandé de limiter les déplacements d'une région à l'autre. Il faut en tout temps favoriser un déplacement direct vers votre destination afin de limiter les contacts. Il est donc préférable de faire vos emplettes avant de partir et de limiter ainsi les allers-retours dans les commerces une fois sur place. Profitons donc des prochaines semaines pour nous donner confiance collectivement qu'on peut, comme société, nous visiter de façon sécuritaire et de façon agréable. Avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, il y a des consignes sanitaires adaptées à leur secteur. Ces guides sectoriels qui ont été validés par la Direction de la santé publique s'ajoutent évidemment aux normes développées par la CNESST. Les entreprises devront s'y référer en tout temps pour adapter leur environnement et leur façon de faire afin d'assurer un cadre sain et sécuritaire au personnel et aux visiteurs. Aux voyageurs, on vous demande de vous assurer d'avoir pris connaissance des consignes sanitaires et de les appliquer rigoureusement. D'ailleurs, au cours des prochains jours, sur le site québec.ca, on va publier un aide-mémoire des mesures à prendre avant,
pendant et après votre séjour afin d'en avoir un qui est sécuritaire et qui respecte la santé de tous. En terminant, bien que je sois très heureuse de cette reprise, je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour un vrai retour à la normale pour l'ensemble des activités touristiques, aux entreprises touristiques, je dis. On va être là tout au long de la pandémie pour vous accompagner. On est à travailler sur les prochaines phases d'ouverture qui pourront avoir lieu seulement avec l'autorisation de la santé publique. On le répète souvent. Tout doit se faire de façon graduelle, de façon séquencée. La santé publique doit observer un ensemble de facteurs qui vont bien au-delà de la distanciation physique. Les activités touristiques n'échapperont pas donc à cette analyse rigoureuse. Je vous avais dit qu'on aurait un été touristique au Québec. Certes, ce sera un été un peu différent de ceux qu'on a connus, mais je suis persuadée qu'on va en tirer un maximum pour refaire le plein d'énergie et profiter de notre territoire. Few words in English. Good news today for vacationers and tourism businesses alike. It's a scoop, Phil, today. Pleased to announce that as of June 1st, Quebecers will be able to access campgrounds all across the province, accommodations in the CEPAC network, and in Quebec's outfitters can also reopen on the same day. Peuvent également rouvrir le 1er juin. Les marinas sont également autorisés à redémarrer leurs opérations à travers la province. Les résidences de tourisme et les établissements de résidence principale peuvent aussi redémarrer leurs activités à l'extérieur de la CMM et de la MRC de Joliette. Notez que les résidences doivent être louées dans leur intégralité et à une seule cellule familiale. J'aimerais souligner qu'il est essentiel de toujours respecter les directives de la santé publique concernant les rassemblements et la distanciation physique. Merci beaucoup. Merci Caroline. Donc, très heureux d'accompagner ma collègue Caroline Proulx aujourd'hui afin d'annoncer l'ouverture imminente de plusieurs activités touristiques, particulièrement, naturellement, la reprise des hébergements dans les parcs de la CEPAC, les ZEC et les pourvoiries. Avec l'arrivée du beau temps, j'ai entendu les nombreux appels et vu aussi les nombreux emails des Québécois impatients de profiter des activités de plein air et de s'évader quelques jours en nature. Ce qui me plaît de cette annonce aujourd'hui, c'est qu'elle s'inscrit dans la continuité des annonces faites précédemment, dont l'ouverture de la saison de la pêche et de la chasse, l'annonce des activités sportives individuelles comme la pêche et la randonnée et l'accès journalier au parc de la CEPAC. D'ailleurs, j'aimerais préciser le travail de la Fédération des pourvoyeurs du Québec et de ZEC Québec pour le travail fait en amont pour proposer des plans sanitaires propres à leur milieu. Et ça, je pense que c'est important de le préciser, l'impact de ces organismes-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, on soit capable d'arriver avec cette annonce-là. J'en profite pour remercier les citoyens qui pratiquent les activités de chasse et de pêche et les visiteurs journaliers d'avoir respecté les consignes de la santé publique depuis le tout début. Le respect des consignes lors des dernières belles journées ensoleillées en est la preuve ultime et je peux dire une chose, merci beaucoup. Cet été, qui s'annonce un peu différent, comme l'a précisé ma collègue, permettra à de nombreuses personnes, incluant des familles, de découvrir les multiples plaisirs qu'offrent nos CEPAC, nos ZEC et nos pourvoiries, afin de faire de la randonnée ou pratiquer des activités de chasse et de pêche, et j'espère sincèrement qu'elles y prendront goût pour les années à venir. Petit point important, je pense, à préciser, comme vous l'avez entendu, c'est le 1er juin officiellement la date. Par contre, il faut bien comprendre une chose, qu'il y a quand même un travail présentement qui doit s'effectuer à partir de maintenant pour sécuriser certains sentiers, certains lieux, rebâtir aussi l'intérieur de certains chalets. Donc, il faut bien comprendre une chose, que c'est possible qu'au niveau, par exemple, de la CEPAC, qu'il y a des endroits qui vont être accessibles que le 7 juin, que le 10 juin. Oui, il va y en avoir certaines préparées pour le 1er juin, mais il faut bien comprendre que c'est à géométrie variable, au même principe que c'est lorsque débute la saison normalement. Donc, merci beaucoup et puis on est prêt pour vos questions. Merci à tous. Alors, c'est Marc-André Gagnon du Journal de Montréal, Journal de Québec, qui va amorcer la période des questions.
Bonjour à vous trois. Une question d'abord pour la santé publique. À partir de quel moment, à quelle date vous avez donné le feu vert au gouvernement du Québec pour la réouverture des campings? On a eu des discussions continues sur toute la cédule de déconfinement. Depuis des semaines, on travaille ensemble étroitement et on s'est donné des règles pour le déconfinement, notamment ce que l'OMS nous a fixé comme grande balise pour être capable de le faire, mais aussi des règles par rapport à, par exemple, les activités extérieures versus les activités intérieures. Puis vous voyez, c'est des activités extérieures qu'on annonce. La décision pour les campings a été prise dernièrement. En collaboration, j'ai pas une journée spéciale, on s'en est parlé à plusieurs reprises, puis on regardait les dates potentielles, et puis on regardait aussi les données épidémiologiques, puis continuellement, on regardait en disant, est-ce que les choses changent, est-ce qu'il y a l'évolution, et il y a eu dans certains cas, pas seulement pour maintenant, de l'évolution, il y a eu des choses qui ont changé dans les dernières semaines. Donc le OK final, ça s'est fait dans les derniers jours, ça s'est pas fait dans les dernières semaines. Donc, parce qu'on ajuste, il y a des choses qu'on dit, on devrait le faire à peu près à ce moment-là. Et puis, bon, après, ben, on réajuste un ajustement fin qui est normal en fonction de la situation. Très bien. Maintenant, peut-être préciser quelle est votre définition de la cellule familiale ou de l'unité familiale. Par exemple, dans le cas des campings, ben là, vous parlez donc de rassemblements extérieurs qui doivent être limités à 3 ménages. Donc, 3 ménages, on disait il y a une semaine, votre collègue de la Sécurité publique disait que c'était 3 adresses, donc une maisonnée, disait Dr Arruda. Là, dans le cas des chalets, vous parlez d'une unité familiale. Par exemple, est-ce que moi, je pourrais louer un chalet avec mon père, puis avec mon frère, un chalet de la CEPAC dans une réserve faunique, puis aller à la pêche? Ou, autre exemple, est-ce que mon frère, lui, va pouvoir aller avec sa gang de chums faire un voyage de pêche en juin dans une pourvoirie? Je vous donne ces exemples-là. L'unité familiale, on l'a chiffré à 5 personnes d'une même famille. C'est la description qu'on donne d'une unité familiale. Donc, pour les résidences de tourisme, les chalets, les auberges, les établissements en pourvoirie, les établissements en location pour la CEPAC, la définition, c'est une unité familiale de 5 personnes. Il faut voir que quand vous aurez une unité familiale de 5 personnes, il devra y avoir une pause de 24 heures complète avant de pouvoir relouer à une autre unité familiale. Donc, si vous quittez la location de votre chalet à midi demain, ça ne pourra pas être loué à nouveau avant vendredi midi. Donc, ça, c'est une exigence de la santé publique d'avoir ce 24 heures-là pour l'unité familiale de 5 personnes et plus. Excusez. Si on peut juste enchaîner aussi sur l'aspect que vous parliez au niveau de vos amis. Oui, on connaît que des fois, ça arrive qu'on loue un chalet, normalement dans une été normale, à 10 individus qui veulent aller faire un voyage de pêche. Ça, c'est justement la problématique qu'on a. C'est le même principe que dans tous les endroits où il y a du regroupement. Il faut respecter ce que Mme Proulx vient de mentionner. Donc, cette année, l'histoire d'aller pêcher à 10 gars dans le même chalet, mais oui, il y a une problématique cette année par rapport à ça. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux. 3 adresses maximum serait correct pour aller dans une pourvoirie, c'est ça? Oui. Puis, 5 personnes d'une même famille, ben, ça peut être... je donne des exemples, mais il faut que les gens comprennent. Donc, ça pourrait être moi, mon père, ma mère, même si on vient de 5 adresses différentes, on est la même famille ou je comprends mal, là? Je m'excuse, je vais être obligé de... On parle d'une même maisonnée, on parle d'une résidence familiale, okay? Une unité familiale, mais l'unité familiale, c'est pas la famille, parce qu'on peut avoir la famille étroite puis la famille élargie. Le concept comme tel, c'est la famille qui réside à la même adresse, parce que c'est elle qui vit dans la même écologie, qui partage les mêmes virus, qui partage le même environnement. Donc, s'il y a quelqu'un d'infecté, il va infecter les autres, mais s'il n'y a personne d'infecté, ils ne vont pas infecter les autres. C'est ça l'unité de base. Donc, quand on parle de 10 personnes, c'est 10 personnes en nombre qui peuvent venir de 3 unités familiales, mais je vais le mettre en termes de lieux de résidence différents.
on ne veut pas, comme ça a été bien mentionné, avoir 10 personnes de 10 lieux de résidence différents parce que vous accroissez de façon très significative les risques de contamination croisée entre les personnes. De là, cette notion-là. Donc, c'est des gens qui vivent sous la même adresse. C'est ça dont on parle. Est-ce que c'est plus clair? C'est important que vous précisiez cette chose-là parce qu'on parle d'adresse de maisonnée pour adresse de résidence, donc d'écologie familiale. La notion de bulle, dont on a déjà parlé ici il n'y a pas longtemps, bulle sociale, c'est ça. Merci. Sébastien Bovet, Radio-Canada. Madame Proulx, vous avez parlé de 5 personnes d'une même famille, hein, c'est ça? Exact. Est-ce que ça veut dire que la famille de 6 qui habite à Québec puis qui veut se louer un chalet à Rimouski peut pas aller dans son chalet? En fait, c'est parce qu'il y a des distinctions entre une unité familiale de 5 membres et plus et une unité familiale de 4 membres et moins. Il n'y a pas besoin d'avoir cette zone tampon de 24 heures pour relouer l'espace. Donc, le Dr Massé pourra apporter des précisions. 5 membres d'une même adresse peuvent faire la location, par exemple, dans un chalet. Il y a 24 heures où il n'y aura pas de location possible, après quoi il pourra y avoir une location. Maintenant, pour une unité familiale de 4 membres et moins, il n'y aura pas cette zone tampon-là de 24 heures. On pourra louer dès que les gens auront quitté. Dr Massé va apporter des précisions sur pourquoi 4 et la différence avec une unité de 5. En fait, il y a des chalets pour 4 personnes, 5 personnes et moins, puis il y a des chalets qui sont pour 5 personnes et plus. Il y a 1 à 4 personnes, puis il y a 5 personnes et plus. Les chalets à 1 et à 4 personnes, donc je me réfère à ce que vous mentionnez, c'est des chalets qui sont plus petits. Généralement, les planchers sont en bois. On est capable de désinfecter les planchers, de les nettoyer complètement. Les chalets qui sont plus gros sont beaucoup plus difficiles à désinfecter, à nettoyer. De là, la pause recommandée de 24 heures, parce que après 24 heures, la grande majorité des virus, peut-être pas 100%, mais la grande majorité vont être éliminés. Ils vont s'éliminer. C'est une quarantaine temporelle qui est mise pour les chalets qui sont plus gros, donc un plus grand nombre de personnes. C'est ça, cette notion-là. J'ai de la difficulté à saisir la restriction CMM MRC Joliette, comparée au reste du Québec. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en termes de tourisme dans la communauté métropolitaine de Montréal qu'on peut faire ailleurs au Québec? Établissement de résidence principale. Vous savez qu'on a apporté la définition de résidence principale pour l'hébergement touristique collaboratif de type Airbnb. La mise en application de ce règlement-là est entrée en vigueur le 1er mai dernier. Et Airbnb dans la CMM? CMM et la MRC de Joliette. D'accord. Et les résidences de tourisme, par exemple, à Montréal, une auberge, CMM et MRC de Joliette, il y a une interdiction jusqu'à ce que l'autorisation de la santé publique nous soit présentée. Auberge, bed and breakfast, des choses comme ça? Motel, auberge, donc pour la communauté urbaine de Montréal et la MRC de Joliette. Donc, les motels sont fermés, mais les hôtels peuvent ouvrir? En fait, les hôtels ont toujours été services essentiels. Vous rappellerez pour le délestage des hôpitaux, pour les travailleurs de la santé. Donc, les hôtels ont toujours été ouverts. Plusieurs ont dû fermer leurs portes, évidemment, faute de clientèle, mais ils ont, jour 1 ou à peu près, été nommés services essentiels pour le délestage des hôpitaux et pour pouvoir accommoder certains travailleurs de la santé et des services sociaux dans les grands centres plutôt que d'avoir à faire des déplacements. Guillaume Larose, La Presse. Bonjour. Si je me réfère à au plan, à la planification du déconfinement qui a été publié il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, pouvez-vous nous expliquer la distinction entre donc cette réouverture touristique de phase 1 que vous annoncez aujourd'hui versus la réouverture touristique de phase 2? Donc la phase 2, finalement, ça va être quoi? Et est-ce qu'on va pouvoir y avoir accès à cette phase 2-là au cours de l'été ou on parle plus de, je sais pas moi, l'hiver prochain ou dans plus longtemps? Moi, je pense qu'on a une occasion exceptionnelle avec l'autorisation de la santé publique et du respect des normes qui sont édictées pour la pratique des activités touristiques en camping, entre autres, en marina, de passer cette première phase. C'est un test. Et je sais que les Québécois avaient hâte de pouvoir avoir ces annonces-là. C'est une occasion en or de rebâtir la confiance
en vue du moment où on pourra, avec l'autorisation de la Direction de la santé publique, avoir un feu vert pour un déconfinement à travers le Québec. Bâtir la confiance des résidents, bâtir la confiance des visiteurs. Donc, là, c'est une phase test présentement avec ce qu'on annonce aujourd'hui. Si tout se passe bien, si les gens respectent les normes édictées par la santé publique, Camping Québec a produit un guide exceptionnel. Les pourvoiries ont également produit un guide qui, les deux, ont été approuvés par la santé publique. Donc, si on respecte les normes édictées pour chacune de ces activités-là, il y aura très certainement d'autres phases d'annonce dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ma question, je vais vous demander aussi, c'est quoi la phase 2 exactement? On n'est pas en mesure d'annoncer la phase 2 pour le moment. C'est la première phase qu'on annonce aujourd'hui avec nourrir un espoir d'une phase subséquente. L'industrie touristique, en ce moment, inévitablement, ça va mal. La pandémie a fait mal aux entreprises touristiques. Environ un sondage de la chaire de tourisme là, de la GUQAM dit que pratiquement 36 % des entreprises touristiques du Québec ferment leurs portes pour l'été. Qu'est-ce que vous allez annoncer pour les aider, pour éviter des faillites de masse? C'est vrai que ça a été une industrie qui a été la première frappée, durement frappée, et qui va se relever probablement plus tard que d'autres secteurs d'activité économique. On travaille, la beauté de l'industrie touristique, c'est que c'est une industrie qui est transversale. Donc, je travaille avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture, la ministre de la Culture. On est à travailler un plan qu'on pourra présenter prochainement pour aider cette industrie-là qui a été très lourdement secouée. Merci. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Ou question soit pour Mme la ministre ou soit pour M. Massé, ou les deux. Il y a eu beaucoup d'interventions, vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux et de questions qui ont été soulevées par les citoyens. Pourquoi on annonce maintenant, par exemple, l'ouverture des terrains de camping pour le 1er juin, alors que les terrains de golf ont été annoncés beaucoup avant? C'est quoi la différence entre les deux? Comment on explique que un a eu la faveur plutôt que l'autre? Et puis, est-ce qu'il y a des lobbies plus puissants? Il y a plein de gens qui ont soulevé ces questions-là. Oui, moi, je voudrais surtout pas embarquer dans un jeu de comparaison entre le golf, les établissements touristiques. C'est deux réalités qui sont complètement différentes. C'est une industrie de déplacement, l'industrie touristique. C'est d'abord et avant tout ça. Je suis pas une experte à santé publique. Je vais laisser le Dr Massé donner ces raisons-là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on le fait de façon séquentielle. L'objectif du gouvernement de la santé publique, c'est d'ouvrir de façon graduelle des secteurs d'activité. Pour ce qui est des raisons qui ont fait en sorte que la direction de la santé publique a ouvert les golfs avant les campings, c'est certainement pas une question de lobby. Ce ne sont pas des questions qui sont prises par la ministre du Tourisme. L'autorisation de réouverture des campings est donnée à la ministre, au gouvernement du Québec, par la direction de la santé publique. Pas de grosses raisons scientifiques, mais Mme la ministre a touché la vérité, c'est qu'on y va progressivement et c'est relativement plus facile d'ouvrir les golfs que d'ouvrir les terrains de camping ou les pourvoiries ou les autres activités. Donc, on y va progressivement. Et pour ce qui me concerne, il n'y a aucune question de lobby là-dedans. Soyez-en assurés, là. Mais effectivement, c'est pas de la science avec des publications pour dire on doit ouvrir un ou l'autre avant l'autre. Non. C'est plus des questions de faisabilité puis d'y aller de façon graduelle, comme Mme Proulx l'a mentionné. Et comme il est recommandé